Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Jérôme Woznicka. Consultant chez Univers Retail, nous allons échanger autour de sa carrière en tant que consultant. Bonjour Jérôme. Bonjour Salmine, comment ça va? Ça va super et toi? Bah écoute, ouais. Alors aujourd'hui, donc l'objectif, c'est vraiment que tu nous expliques un peu ton parcours en tant que consultant. D'accord. Je crois que là, ça fait quelques années que tu es dans l'univers du conseil. Quand même, ouais. Ça fait combien de temps aujourd'hui? Aujourd'hui, si je compte, ça doit faire à peu près 15 ans, ouais, quelque chose comme ça. 15 ans, c'est une très belle carrière. Ouais, j'ai démarré en 2008 dans l'univers du conseil. Et avant d'être dans l'univers du conseil, ça a été quoi ton parcours? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, donc moi j'ai démarré au début des années 2000 avec, à l'époque c'était la bulle internet qui commençait à arriver au bout de sa vie on va dire, et j'ai commencé comme ingénieur développement, donc j'étais spécialisé dans la création d'applications et de développement logiciel en règle générale. Et j'ai fait ça pendant une petite dizaine d'années avant de vouloir justement regarder un peu l'envers du décor, ce qui tourne autour de la coordination, de la mise en place des projets, du suivi des projets, toutes ces petites activités qui sont autour et qui nous permettent, en tant qu'ingénieur développement, d'avoir une vision de ce que le projet doit être. Donc on va parler de cadrage, on va parler des choses comme ça. Et c'est pour ça que je voulais aller voir un petit peu ce qui se passait de l'autre côté. Donc j'ai commencé en étant chef de projet plutôt... ça c'était déjà quand j'ai commencé à être sur la fin de ma carrière d'ingénieur développement, j'étais plus chef de projet technique pour aller déterminer un peu qu'est-ce qu'on allait mettre dans les solutions, etc. Et puis après, donc en regardant de l'autre côté, l'idée c'était d'aller voir directement chez les métiers, chez les gens qui avaient besoin des solutions qu'on pouvait développer, et puis de voir avec eux comment on allait structurer, cadrer, etc. leurs besoins pour leur proposer la meilleure solution possible. Ça a démarré comme ça en fait. Très intéressant. Et comment du coup tu t'es orienté vers le conseil? Encore une fois, quand tu veux vraiment rejoindre en fait les directions et parler avec les directions métiers, quand tu es un technicien, c'est toujours un peu difficile parce que on a notre propre langage en tant que technicien, on a nos habitudes, on va regarder des choses qui sont pas forcément intéressantes pour les gens au quotidien. Et du coup, il faut apprendre à gagner un petit peu, à regarder de l'autre côté du miroir, et puis à savoir comment les gens discutent de leurs activités. Faut apprendre leur vocabulaire, faut discuter autour de leurs problématiques au quotidien, etc. Et après, l'intérêt de traduire ça en vision technique, ça vient vraiment assez tard, j'ai envie de dire, dans le processus. Donc il y a vraiment un besoin de faire s'exprimer les gens avant de commencer à travailler dans le dur sur le projet. Et c'est ça qui est assez intéressant, parce qu'à partir du moment où tu commences à travailler avec les équipes métiers au quotidien sur leurs problématiques et sur leurs besoins, etc., des fois tu découvres des trucs qu'en étant de l'autre côté, tu n'as pas du tout vocation à voir dans un premier temps. Donc ça t'oblige en fait à prendre du recul, ça t'oblige à t'ouvrir un petit peu sur des problématiques que tu connais pas au quotidien. Ça c'est super enrichissant. Et donc c'est là où tu choisis de partir, de dire ok, je vais aller regarder plutôt du point de vue du conseil à proprement parler, parce que les entreprises, les entreprises qui font des métiers souvent orientés autour du retail ou de leurs activités propres, en fait, elles n'ont pas cette habitude non plus d'aller discuter avec les techniciens. Donc c'est aux techniciens de faire l'effort d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais j'ai envie de te dire, en tant que chef de projet, en étant en interne dans une entreprise, tu peux également être amené à faire le lien entre l'équipe technique et l'équipe métier. Mais pourquoi le conseil? Pourquoi cette casquette de conseil? Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant quand tu rentres du côté du conseil, c'est que tu vas construire ta carrière sur énormément d'expériences différentes. Okay. C'est-à-dire que ça te permet d'aller voir des tas d'entreprises. Alors effectivement, on ne prend pas le temps de s'intégrer longtemps dans une entreprise. Des missions dans le conseil, ça va être très variable. Ça peut aller de quelques mois jusqu'à quelques années, dans le meilleur des cas, quand on a vraiment... on fait vraiment partie de l'écosystème du projet sur le long terme. Mais globalement, c'est ce nombre d'expériences en fait qui va démultiplier un petit peu ta vision des choses et qui va te permettre de construire vraiment une expérience et une palette de connaissances qui va être vraiment très large. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très valorisant. C'est-à-dire que quand tu vas être hyper spécialisé dans les activités, dans la chaîne de valeur d'une entreprise, on va vraiment
apprendre énormément aussi. C'est pas le fond du débat, il n'est pas sur le fait de pas comprendre comment l'entreprise fonctionne, mais vraiment de se dire je vais avoir plein d'exemples dans différentes entreprises et je vais pouvoir aller chercher un petit peu qu'est-ce qui marche de manière globale dans l'ensemble du secteur d'activité et pas seulement pour cette entreprise-là. Parce que chaque entreprise a ses spécificités, ça faut pas l'oublier non plus. Et du coup, quand on ramène de l'expérience de l'extérieur, on se dit est-ce que ça va marcher? Je vais confronter ça avec l'organisation interne, avec la culture de l'entreprise, avec même simplement des fois les produits que l'entreprise va faire. Et ça, c'est super important de se dire, ok, j'ai plein d'expériences, je sais que je peux aller prendre de quelque chose à droite, à gauche, que je vais réorganiser et structurer d'une façon à rendre le meilleur service possible. Maintenant, est-ce que ça va réellement marcher? Ça fait partie aussi du challenge et c'est ça qu'il faut aussi apprendre à reconnaître. Non, c'est très intéressant, je comprends totalement ton point de vue. Et la question que je me pose, c'est que quand tu t'es lancé dans le conseil, tu avais déjà une belle carrière derrière toi. Pourquoi avoir choisi de rejoindre un cabinet de conseil et pas t'être lancé dans le conseil, mais en indépendant, par exemple? Au départ, ça venait surtout du fait que je voulais valoriser un petit peu mon expertise technique. Donc, le premier cabinet de conseil dans lequel que j'ai rejoint, là, ils étaient plus spécialisés dans tout ce qui était l'accompagnement autour de la gestion documentaire. Donc, la gestion documentaire, c'est quelque chose que je connaissais plus ou moins parce qu'on avait travaillé sur. Moi, j'ai beaucoup travaillé en tant que technicien sur tout ce qui va être les référentiels en général, des bases de données référentielles. Donc, aujourd'hui, des bases de données référentielles, c'est à peu près dans toutes les solutions techniques qu'on va pouvoir avoir. On a vraiment besoin d'aller déterminer c'est quoi les enjeux, les objets référents de l'entreprise. Donc la documentation, ça en fait partie. Dans d'autres cas de figure, on va avoir des informations produits, on va avoir les informations clients, on va avoir les informations, pourquoi pas, sur les fournisseurs, et essentiellement dans le retail. Donc ça, ce sont des référentiels qu'on va construire sur la base de technologies qui sont assez, on va dire, simples dans leur conception, mais qui nécessitent une vraie approche d'études et de cadrage sur comment on va les mettre en œuvre. Donc pourquoi ce cabinet-là, parce qu'en fait au départ il me proposait justement cette approche un petit peu technique. Moi j'avais un rôle d'expertise technique autour de la notion de référentiel sur la gestion documentaire et c'est comme ça que petit à petit j'ai pu aller au contact des utilisateurs. Donc le premier projet en tant que tel, c'était surtout ça qui m'avait motivé. Je me suis motivé sur un projet sur la gestion documentaire pour rentrer dans ce cabinet de conseil. Donc pour la petite histoire, c'était au Conseil de l'Europe, donc déjà dans des organisations qui sont assez prestigieuses, faut pas se le cacher quand même, et c'était vraiment une expérience très enrichissante. Non, t'as commencé très fort alors, ta carrière dans le conseil, avec un certain niveau. Et aujourd'hui, quelles sont les missions sur lesquelles tu interviens généralement? Donc aujourd'hui, moi je vais, pour le cabinet Univeritel, moi j'interviens sur, on va dire, une large palette, parce que au fur et à mesure ça fait quand même 13 ans maintenant que je suis dans le cabinet Univeritel, donc j'ai fait beaucoup de missions vraiment différentes. Et je me suis un peu spécialisé, encore une fois, tout autour de ces notions référentielles, donc sur ce qu'on appelle la data produit. Donc nous, ça va être tout ce qui va concerner les référentiels de données autour du produit, donc les MDM, les PIM, le DAM, le PLM, pourquoi pas. Donc en fait, c'est tout un vaste panel de solutions techniques qui vont répondre à une problématique autour de la gestion de la donnée produit en tant que telle. Donc tout à l'heure, je te parlais de la gestion documentaire. La gestion documentaire, c'est une partie de ça pourrait être vu comme une partie de la spécialisation quand on va parler par exemple des assets autour d'un produit. Donc, pour les assets, on va plutôt parler de DAM. Pour la gestion documentaire, on va parler d'ECM. Mais tous ces acronymes en fait qu'on va utiliser, au départ, ils se construisent sur les mêmes concepts et les mêmes notions. Il s'agit juste de les organiser un petit peu différemment et on va les organiser essentiellement autour des processus. Les processus de production de la donnée, les processus d'exploitation, etc. Et pourquoi tu as choisi de t'orienter ou de te spécialiser dans la data? C'était par hasard ou est-ce que c'est vraiment personnel? C'est un sujet qui t'intéresse personnellement? Alors, il y a un peu des deux, parce que quand j'ai démarré ma carrière en tant qu'ingénieur développement, moi on était spécialisé justement dans une solution. Aujourd'hui, on appellerait ça une solution de PIM. Mais c'était les débuts, ça n'existait pas encore. Les concepts n'étaient pas encore structurés de cette façon. Voilà, c'est ça. Et du coup, il fallait un peu réfléchir à comment on organisait tout ça. Donc, c'est tout simple. On part sur une base de données, puis on construit tous les mécanismes qui vont nous permettre de gérer l'information produit en l'occurrence.
Après, par force, quand tu commences ta carrière là-dedans, et que j'ai passé 10 ans en ingénieur développement, donc je connais bien les mécanismes. Le premier enjeu, c'est surtout de dire, puisque moi je connais ces mécanismes dans ce contexte-là, je vais aller voir dans tous les autres contextes comment je peux appliquer ces mécanismes et comment je peux les expliquer justement au métier, comment je peux faire que le métier se les approprie de la façon la plus fluide possible. Et du coup, c'est comme ça que, de fil en aiguille, on finit par travailler autour de projets qui ressemblent de plus en plus à ce que tu fais au départ, à ton lancement de carrière. Après, est-ce que c'est un choix après d'aller regarder plus dans le détail sur ces solutions-là, etc. Oui, forcément en partie, parce que tu as toujours envie de voir comment ce que tu as commencé au début, ça évolue. Alors, pour la petite histoire, sur la solution que j'avais travaillée pendant 10 ans, je suis retombé dessus dans une mission que j'ai faite pour Univers Retail. Et justement, la personne qui était en charge de cette solution-là, elle cherchait à refaire un cadrage. Donc la solution commençait à être un peu ancienne. Elle cherchait à refaire un cadrage pour trouver une autre solution. Et puis sur un échange qu'on a eu au café, autour du café, tout ça, elle nous dit, sur cette partie-là, spécifiquement de cette fonctionnalité-là, on n'arrive pas à trouver une solution qui soit au niveau. Donc, ce qui m'a fait très plaisir, puisque cette solution dont elle parlait, cette partie fonctionnelle, c'était moi qui l'avais développée. Enfin, j'avais une grande responsabilité dedans. Donc on en a discuté, et puis j'ai pu l'orienter sur des choix qui étaient des choix un peu techniques derrière, en lui disant, tu devrais regarder comme ça et tout, parce que ça se passait comme ça dans cette solution, et voilà comment tu devrais rechercher dans autre chose. Donc, par force, tu gagnes une expertise au fil du temps que les gens finalement finissent par aller chercher tout seul, ça vient presque naturellement, et puis ça te donne envie d'aller continuer un peu et d'aller approfondir dans ces domaines-là. Et est-ce que tu te vois changer d'expertise ou de domaine? Est-ce que tu pourrais intervenir sur des missions qui ne seraient pas des missions liées à la data? Alors, par les compétences que tu développes, oui, forcément. Après, il y a tout ce qui va être autour du secteur. Donc, il faut apprendre, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à comprendre les activités du métier dans lequel tu vas intervenir, pour dire, voilà, ok, moi, je vais vous apporter ça comme compétence. Donc, il faut que tu sois très au clair sur c'est quoi les compétences que tu as gagnées au fil de ta carrière. Donc, que tu saches les structurer, que tu saches reconnaître ce que tu es en capacité de faire, à quoi ça peut servir également. Donc, à quoi tu vas pouvoir transférer ces compétences, et puis être sûr, un peu avoir des convictions autour de ces choses-là. Donc ça, tu le bâtis au fur et à mesure de ta carrière. Et puis après, tu peux te dire, oui, ok, je peux appliquer ces compétences que j'ai identifiées, qui sont des compétences finalement qui sont somme toute, j'ai envie de dire unitaires, tu vas pouvoir déterminer que dans telle capacité, dans tel cas de figure, tu peux faire ça, etc. On va parler des ateliers d'expression de besoin, animer des ateliers d'expression de besoin, ça c'est universel, peu importe le scope de ta mission. Donc ça, tu les as construit ces compétences au fur et à mesure du temps. Des fois, tu as besoin de plus de préparation sur certains sujets, des fois, tu as besoin de moins de préparation parce que tu connais déjà et c'est ton domaine d'expertise. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas switcher d'un domaine à un autre. Après, ce qui est passionnant et ce que je trouve passionnant aujourd'hui, donc dans le domaine spécifiquement de la data, ce qu'on est en train de parler, c'est qu'est-ce que ça veut dire la data en tant que telle. Et ça, on a vraiment l'occasion d'en parler sur plein de façons. On aura un épisode dédié. On aura un épisode dédié, j'imagine. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, ce que j'ai développé sur ma vision de la data, je peux l'appliquer dans d'autres concepts. Je vais prendre un exemple. Si demain, je vais partir dans un projet PMO, où l'idée, c'est d'aller chercher à piloter un portefeuille de projet, ce portefeuille de projet, moi, si je regarde le projet en tant que tel, le projet, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit produire. Donc, c'est un produit, finalement, quelque part. Donc, je vais avoir des définitions qui vont se chevaucher les unes les autres. Il va falloir que je tourne ma façon de regarder, de voir les choses de telle manière à ce que ça colle à ce que je sais déjà faire. Et là, je vais pouvoir apporter des choses qui vont être complémentaires par rapport aux bonnes pratiques sur le PMO. Je vais rajouter de la pratique sur les référentiels de projet, des choses comme ça. Ok, très clair. Par rapport au statut de consultant, pour toi, quels sont les points les plus intéressants liés à ce statut de consultant ?
Alors, le statut en tant que tel, moi j'ai du mal à le voir comme un statut particulier parce que pour moi on est avant tout au service du métier, j'ai envie de dire. Quand on est, voilà, si je me mets du point de vue consultant, pour moi c'est quoi? C'est je vais me mettre au service du métier. Le métier c'est très vaste. Ça veut dire quoi être au service du métier? Par exemple, si mon donneur d'ordre demain ça va être une DSI, il va falloir que je comprenne le métier de la DSI. Si mon donneur d'ordre c'est du marketing, il va falloir que je comprenne le métier du marketing, etc. Et que je le comprenne et que je me l'approprie et que je prenne les codes pour pouvoir bien travailler dedans. Bien sûr, je vais m'arranger pour apporter des informations et des compétences que j'ai gagnées par rapport à d'autres métiers. Donc un des grands enjeux justement de ce métier de consultant, c'est de dire faut pas oublier que quand on travaille au sein d'une direction métier, au sein d'une structure qui est, on va dire, organisée d'une certaine façon, cette structure, elle va récupérer de l'information d'ailleurs, donc elle va traiter de l'information, elle va traiter de quelque chose qu'elle va récupérer, qu'elle va transformer, donc elle va appliquer ses routines et ses processus métiers sur ça pour produire quelque chose à destination de quelqu'un d'autre. Donc, faut voir ça un peu comme une espèce de puzzle, de pièce d'un puzzle dans un gigantesque processus. Et ce qui est vraiment très important, c'est de surtout imaginer qu'à chaque fois, oui, je vais servir quelque chose à l'intérieur de cette pièce de puzzle, mais je vais servir à partir de quelque chose et je vais servir pour quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment cette vision-là qu'il faut garder tout le temps. Et en tant que consultant, on va être dans des contextes différents, on va être dans des missions différentes, plus cette vision-là, elle va se clarifier au fil du temps et on va avoir une capacité qui va se développer d'avoir un accès à l'image globale, à ce qu'on appelle la big picture, pour redescendre en zoomant sur vraiment les activités qui vont concerner la mission qui nous intéresse. Et toi, c'est quoi que tu préfères le plus dans ce statut de consultant? C'est quoi pour toi les bénéfices que t'en tires si t'es resté plus de 10 ans dans le monde du conseil? C'est pour quelles raisons? Ça permet déjà de bien développer, encore une fois, la vision que tu as de ta carrière. C'est une vision qui se construit au fil du temps. On va pas dire que... Alors il y a peut-être des personnes, moi je suis pas comme ça, mais il y a peut-être des personnes qui vont se dire moi je sais que je vais passer par telle étape, dans 2 ans je veux être ça, dans 3 ans je veux être ça, dans 5 ans, je sais pas, je me vois vraiment projeter tout. À chaque fois qu'on me pose cette question-là en entretien, où est-ce que tu te vois dans 5 ans et tout ça, alors là... C'est vrai? On avait j'ai plein d'idées. Moi, j'avais des idées, j'en ai des tonnes, mais c'est une arborescence qui va partir dans tous les sens. Mais à chaque fois, ça va partir d'un point de départ, et puis ça va être aussi en fonction des opportunités, en fonction des compétences que tu penses avoir sur le moment. Donc, tu as plein d'envies dans ta carrière et tout. Mais à un moment, il y a aussi le fait d'être confronté un petit peu au terrain et de se dire, il y a une partie pragmatique et une partie où il faut un peu se rêver, se réinventer, etc. et aller chercher des choses. Donc ça, c'est super intéressant dans le sens où tu dis, voilà, j'ai pas un fil rouge tracé. Je sais ce que je veux garder aujourd'hui dans ma façon de travailler, c'est je veux garder une certaine façon de penser. Cette certaine façon de penser, aujourd'hui je l'ai structurée, on en a parlé assez vite, je l'ai structurée autour de la data et des référentiels de données. Je pense que je peux utiliser cette notion de référentiel de données à travers énormément de missions dans ma carrière. Donc je vais essayer toujours de ramener des nouvelles compétences et de dire je vais le regarder d'une certaine façon cette problématique et je vais la structurer comme ça. Donc petit à petit ce fil conducteur il se dessine pour à la fin construire cette expertise finalement, parce que à partir du moment où tu sais utiliser un outil, on va prendre l'exemple, j'en sais rien, d'une tronçonneuse ou quelque chose comme ça, si tu sais utiliser une tronçonneuse pour couper un arbre, et puis après derrière tu peux aller très très loin pour aller faire des sculptures, des choses comme ça, donc tu peux aller vraiment affiner en disant c'est toujours le même outil, mais je peux l'utiliser de plein de façons différentes et je vais vous donner une vision de comment je peux l'utiliser, je vais essayer de trouver de l'inspiration, essayer de trouver d'autres façons, d'autres enjeux, etc. Et à l'inverse, qu'est-ce qui est le plus challengeant avec le fait d'être consultant? Alors là, j'ai envie de dire, il y a 2 façons de... Encore une fois, ça va dépendre de à quel moment de ta carrière t'es arrivé. Ce qui va être très challengeant au tout début, c'est de te dire, est-ce que j'ai la légitimité on va pas dire papillonner, parce que tu vas prendre plein de missions en fonction aussi des contextes, en fonction des enjeux, en fonction du métier, de tes affaires, de tes appétences et tout ça. Mais est-ce qu'il y a des moments où il faut se pousser un peu, il faut se dire, ok, je me sens pas tout à fait, dans le cadre de cette mission-là, mais c'est important que j'aille essayer quand même, parce que mes compétences, je suis hyper convaincu que j'ai quelque chose à apporter.
Donc il faut aller se challenger pour dire je veux les apporter dans tel contexte. Donc cette mission-là qui finalement, ça ressemble pas à ce que j'ai l'habitude de faire, ça veut pas dire que je vais échouer, il faut que je me convainque moi-même. Et ce qui est challengeant, c'est ça, c'est de se dire je sais que je peux apporter quelque chose. Alors je sais pas encore peut-être comment, je sais pas comment, parce que ce qui va se passer aussi, c'est qu'il va falloir que tu rencontres les équipes avec qui tu vas travailler, que tu te mettes un petit peu, tu as toujours le curseur un peu à déterminer, et sur ce curseur, il faut se dire, voilà, je sais que je peux agir là-dessus. C'est pas moi qui vais rentrer dans une organisation et aller leur dire, c'est comme ça que vous devriez faire, vous faites n'importe quoi, vos processus, c'est n'importe quoi, enfin, il faut les réécrire complètement. Non, c'est pas toi qui vas faire ça. Toi, tu vas arriver, tu vas regarder, tu vas dire, ah, ok, par rapport aux compétences que j'ai, je peux impacter ça, ça, ça et ça. Et là, par contre, sur cette partie-là, il y a peut-être personne qui a encore regardé parce que ça roule pour tout le monde et tout le monde est un peu le nez dans le guidon. Mais là, il y a quelque chose à aller chercher. Là, il y a quelque chose à creuser et là, on va pouvoir apporter de la valeur. Et c'est comme ça qu'il faut se challenger, en fait, au quotidien sur les missions. Et quand je dis au quotidien, c'est vraiment tous les jours. Hein. Clairement, c'est ça qu'il faut. Il faut savoir se remettre en cause, en fait, mais tout en gardant bien en cible ses propres convictions. Parfait. Une autre question que j'ai à te poser. Pour toi, quelles sont les compétences essentielles pour débuter une carrière dans le conseil ? Alors déjà, il faut être assez curieux et malgré tout, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Parce que tout ce qu'on va pouvoir imaginer apporter à un client, c'est pas forcément ce que le client attend. Donc ça va dépendre encore une fois du contexte de la mission, ça va dépendre de plein de choses. Mais parfois, moi j'ai déjà connu des cadres, alors au début de carrière, c'est souvent assez difficile d'ailleurs de se convaincre de ce qu'on constate. On va avoir sur le papier un ordre de mission qui va être de dire voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça pour le client. Bon, on se met en ordre de marche, on y arrive, on construit les plans d'action qui vont bien, on prend en charge les missions, puis des fois on se rend compte, on se dit ouais mais là c'est pas tout à fait ça que je ferais si ça devait être pour moi. Là il y a deux cas de figure. Soit on est suffisamment solide pour dire aller voir son client et dire attention, là on est en train de faire n'importe quoi, il va falloir qu'on réoriente un peu la mission et qu'on se dise je vais travailler plutôt comme ça, qu'est-ce que t'en penses ? On construit avec le client de toute façon. Ou alors on reste dans sa petite bulle et puis on se dit moi j'ai mon boulot c'est ça, donc je vais faire mon boulot et puis c'est tout, je vais jamais me poser plus de questions que ça. De toute façon c'est à la fin le client sera forcément content puisque j'ai fait exactement ce qu'il m'a demandé. Faut être vraiment méfiant vis-à-vis de cette vision-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir un peu d'humilité, parce que parfois, on va imaginer qu'on va tout révolutionner et qu'on va dire non, c'est comme ça que ça doit marcher, mais il nous manque des informations. Dans tous les cas, il nous manquera toujours des informations. Même avec, j'en suis à 15 ans de carrière dans le conseil, il y a encore des fois où je me dis, j'aimerais bien travailler comme ça, mais il va falloir que j'aille chercher ça et ça comme information pour être sûr que il faut que j'aille bousculer ou pas mon client. Tu vois, je vais avoir vraiment des informations comme ça à les récupérer. Et des fois, on les a pas, ces informations. Des fois, ça va être vraiment, ça va se jouer à des niveaux dans l'entreprise où on n'est pas du tout, on n'a pas vocation déjà à être au courant, parce que ça peut être des choses qui sont complexes et qui parfois sont secrètes, même, faut pas l'oublier. Donc cette humilité, cette curiosité, ça va te permettre un peu de définir ton positionnement et de dire à un moment, là il y a une carte à jouer, il faut absolument qu'on travaille dessus. Et c'est là où tu vas apporter un petit peu de plus-value sur ta mission à la base, en te disant non, là faut que je vois comment je vais pouvoir orienter les choses. Donc là, faut se rapprocher de son management, faut discuter beaucoup avec le client aussi, il faut expliquer pourquoi et argumenter pourquoi on voit un petit peu la structure qui devrait partir, la structure de mission qui devrait partir dans cette direction-là. C'est toutes ces petites choses-là en fait, donc on est encore dans le domaine du challenge dont on parlait tout à l'heure, mais c'est ça en fait pour moi qui fait la force du conseil en fait. Donc à un moment ou à un autre, il faut savoir quand est-ce qu'on a des leviers à activer, quels sont ces leviers, comment on argumente qu'il faut activer ces leviers, etc. Donc quelqu'un qui arrive avec une vision suffisamment construite pour dire « Ok, je sais que je peux partir dans cette direction, dans tel contexte, je sais que je peux proposer telle chose, je sais que là je vais donner un avertissement pour dire « Attention, si on fait pas ça comme ça, on risque d'avoir tel risque qui vont se mettre en place dans l'entreprise, et là ça va un petit peu vous poser des problèmes dans l'avenir. » Là, ça devient... On propose un arbitrage en fait, et à partir du moment où on propose un arbitrage, on a fait notre travail. Donc ces arbitrages, après, ils vont peut-être être acceptés, ils vont peut-être être rejetés, mais dans tous les cas, ce sera jamais à nous d'aller dire on va partir comme ça et tout ça. Donc cette humilité, elle vient aussi de là.
Et tu introduis très bien la prochaine question, puisque j'allais te demander quels seraient les conseils que tu donnerais à une personne qui souhaiterait se lancer dans une carrière de conseil. Donc là, tu viens de nous donner pas mal de pistes. Déjà l'humilité, le fait de savoir se mettre en retrait, le fait d'avoir des capacités d'analyse. Est-ce que tu en as d'autres ? Essentiellement, alors ce qui m'embête quand je parle d'humilité, c'est que c'est une humilité toute relative, hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rester timide dans son coin et puis d'attendre que tout tombe tout cuit dans le bec, hein. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de dire, par rapport à l'expertise que tu t'es construite, et on parlait de cette expertise tout à l'heure, donc c'est quand même quelque chose qui va se faire de plus en plus sur le long terme, mais quand on sort de l'école, par exemple, ou quand on vient du métier, qu'on a été un opérationnel pendant des années, il faut qu'on se pose à un moment ou à un autre pour dire voilà, ça c'est mes forces. Et avec ces forces-là, je dois construire tout mon cheminement de pensée autour de ça. Et donc je sais ce que je peux apporter par rapport à ces fameux arbitrages qu'on va pouvoir imaginer. Quand on détecte, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut être en début de carrière, c'est pareil, c'est très bien. Au contraire, c'est même comme ça qu'on va décider si oui ou non on est fait pour le conseil. C'est-à-dire que je vais remarquer qu'il y a quelque chose que je peux améliorer. Il va falloir que, en tant que consultant, moi, mon truc, justement, apporter le conseil, ça veut dire aller chercher un petit peu comment je vais présenter les choses pour que ça se passe, pour que cette idée, en fait, infuse dans l'esprit de mon donneur d'ordre et qu'on décide si oui ou non c'est une bonne chose pour la structure dans laquelle je travaille. Et ce sera pareil pour toutes les missions que je vais faire dans la suite. Merci Jérôme pour ton temps, merci pour ces précieux conseils. Merci à tous. Et nous espérons te retrouver dans un prochain épisode, pourquoi pas sur la data. Pourquoi pas, on prend rendez-vous. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et j'espère vous retrouver dans un prochain épisode.